Alors, retour au témoignage de praticien avec Daniel B., qui est conseiller d'orientation psychologue au SAIO de l'Académie de Versailles, qui est animateur du groupe d'études des pages internet des CIO, qu'on dit GPICIO, voilà, qui est animateur de ce groupe-là de 1999 à 2005, donc c'est une longue expérience, et il est co-animateur d'un groupe de travail, TICAO, des technologies de l'information et de la communication au service de l'aide à l'orientation. Je ne me suis pas trompée, voilà. Alors justement, il va essayer de voir comment se rencontrent peut-être les usagers et les services qui proposent des services via Internet. Et on fera une période de questions tout de suite après son intervention. Bien, chers collègues, nous allons revenir à un niveau plus artisanal, et j'emploie ce terme à dessein, artisanal parce que depuis 1999, dans l'Académie de Versailles, on a essayé de se poser la question, non pas du conseil en ligne. La question de départ, c'était pas de dire on va faire du conseil en ligne. Et d'ailleurs, en 99, si vous me permettez, Internet, c'est un usage que je qualifierais d'assez confidentiel. Enfin, surtout en 98, il y avait 800 000 connectés. 800 000 abonnements, pardon. C'est pas beaucoup. En 99, il n'y avait que 2 communes en Île-de-France qui avaient la DSL. C'était ici les Moulineaux et Vanves. Rappelez-vous des modems crachotants qui vous donnaient péniblement accès à l'information sur Internet. Mais on s'était déjà posé des questions parce que depuis 98, c'était un tournant pour le personnel administratif dans les CIO. Eh bien, le tournant, c'était que c'était la disparition du courrier papier et c'est devenu l'apparition du courrier électronique. C'est vraiment ça la première révolution des nouvelles technologies dans les CIO. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais me faire le porte-parole des travaux de ce groupe de travail que j'ai animé pendant 6 ans. Et le groupe TICAO, le deuxième, il n'a pas encore commencé. On va le co-animer, on va commencer le 10 novembre. Et donc, si vous voulez, le premier s'appelait Groupe d'études des pages Internet des CIO parce que le XAIO, à l'époque, souhaitait que les CIO aient des sites Internet et qu'ils soient visibles sur la toile, sur le site académique. Alors c'est pour ça que le titre, il n'apparaît pas là, Jacques l'a cité tout à l'heure. Le titre de départ, c'était Les expériences du conseil en ligne confrontées aux attentes des internautes. Mais moi, je ne dis pas conseil en ligne. Je dirais les expériences du traitement de la demande en ligne confrontée aux attentes des internautes. Pour moi, il y a une nuance. Mais bon, vous l'avez entendu ce matin, ça c'est pas un scoop. En tout cas, je ne vais pas vous le dire à la fin de mon intervention. Pour moi, le traitement de la demande en ligne, ça peut être du conseil en ligne. Mais ce n'est pas la question qu'on s'est posée dès le départ. Ce n'est pas la problématique que nous avons analysée dès le départ. Parce que l'usager, il est devenu usager internaute. Ça, ça a été dit ce matin. Mais je me souviens avoir écrit quelque part que dans les CIO, les portes amènent les visiteurs, les téléphones les appelant. Il paraît que quand le téléphone est arrivé sur les bureaux, ça a été une petite révolution. J'étais pas encore, j'étais pas né, je crois. Et donc, les téléphones amènent les appelants et les messageries électroniques, les usagers internautes. Donc là, les services, passivement, je dis passivement, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est qu'il y a une nouvelle technologie qui amène quelque chose. Et nous, ça, on y tenait dans notre groupe de travail. On n'a pas dit Internet égale du conseil en ligne. On a dit Internet amène l'usager internaute. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire? On n'en savait trop rien, mais quelle réflexion ça nous a provoqué? Quels sont les outils qu'on a pu mettre en place entre 1999 et 2005? Quelles sont les erreurs qu'on a faites en croyant passer d'un traitement individuel des mails au traitement collectif, des erreurs d'appréciation, parce qu'après coup, on s'est rendu compte que c'était différent de traiter individuellement une demande d'un usager et de faire un traitement collectif sur les forums, des choses comme ça. Donc moi, je parle d'artisanat parce que ça a vraiment été fait par et avec les conseillers de terrain. Le groupe de travail, c'était 25 personnes, autant de directeurs que de coop, et puis aussi quelques représentants du personnel administratif des CIO, qui sont des alliés
très précieux par rapport à l'informatisation des services, ça c'est clair. En tout cas, l'utilisation de l'informatique au quotidien dans un CIO. Donc pas de théorie préalable, mais une problématique de départ. Comment les services ont-ils appréhendé la communication avec les usagers internautes depuis 2000 ? Pendant les 50 travaux, je peux vous dire que les échanges ont été riches, argumentés et surtout passionnés. C'était passionnant d'animer ce groupe de travail. Ce que vous, COP, en majorité dans cette salle, donc conseiller orientation psychologue, j'en suis un moi-même, bien que je ne suis plus sur le terrain depuis 99. Mais en vous voyant souvent, en tout cas par le groupe de travail, avec cette montée de l'Internet, parce qu'on peut dire vraiment que l'Internet grand public, il n'est pas né en 98, 99, il s'est démocratisé en tout cas bien plus tard. C'était quand même assez confidentiel. Les chiffres, alors ce matin, il y a eu quelques chiffres de données. Les experts de médiamétrie disent que 2006 a été vraiment un tournant dans l'équipement des foyers. On a dit un chiffre 80 et quelques pourcents, et ben oui, moi j'en ai un aussi, c'est 87% des jeunes entre 11 et 24 ans utiliseraient un moteur de recherche. Plus des trois quarts des 13-24 ans ont au moins un ordinateur, au moins un. Fut un temps, il était impensable d'avoir 2 télévisions dans un foyer. Maintenant, on peut avoir 2 ou 3 ordinateurs, d'autant plus que la télé peut même être dessus maintenant. Donc plus de 50% des foyers sont équipés d'un ordinateur et 80% de ceux qui ont des enfants. Là, je n'ai pas d'infos sur les âges. Ça fait 13 millions de foyers. Et puis donc, on ne peut plus trop parler de fracture numérique. On en parlait en 99-2000 dans le groupe de travail. Ah oui, mais vous voyez, je vous ai cité ici les Moulineaux et Vanves qui avaient la DSL, pas les autres. Tout ça est venu très vite. Mais on pouvait parler de fracture numérique, si vous me permettez l'expression, ou en tout cas d'accès à l'Internet par des strates privilégiées de la population, ce qui n'est plus le cas maintenant. En tout cas, bien sûr, il y a des foyers qui ne sont pas connectés, mais l'accès à l'Internet peut être fait au collège, au lycée, même au CIO quelquefois. Pour nous, on va parler là de réponses en ligne, et j'emploierai aussi conseil en ligne, vous verrez pourquoi. Je parlerai aussi d'accompagnement de l'usager internaute sur les ressources en ligne, d'information sur l'orientation. Je ne ferai que paraphraser nos collègues des métiers.net ou notre collègue de Grenoble, qui ont parlé d'accompagnement de l'internaute sur ces ressources en ligne d'information. On parlera aussi de médias qui ne remplacent pas le médiateur, à mon avis. C'est mon avis personnel. Dans les années 70, les enseignants craignaient que le magnétoscope les remplace. Eh bien, 30 ans après, c'est le magnétoscope qui est mort, ce n'est pas les enseignants. Alors vous me direz, il y a d'autres médias beaucoup plus complexes, beaucoup plus faciles d'accès aussi, d'usage. L'enseignant est toujours là. Et moi, je fais une analogie avec le COP, on est encore là pour un bon moment. Alors, des prérequis. Alors, dans notre académie, si vous la connaissez, là, je m'adresse au COP francilien, Paris, Créteil, Versailles. Il est vrai qu'on a des facilités matérielles et en moyens humains. Pour nous, parce que ce matin, le collègue de Grenoble, SCC Matico, eh bien nous, ce n'est pas un demi-poste ni un poste, c'est 4 temps pleins. 4 temps pleins, c'est un webmaster pour le portail orientation de l'académie. C'est une personne ou 2 qui vont s'occuper de Sconet, de Bilag, d'Accéio. C'est un temps plein quasiment pour le matériel, l'équipement des CIO, moi en particulier. J'en passe et d'autres, les bases de données, les statistiques, etc. Et donc ce groupe que vous voyez avec le logo au centre, la groupe ressources informatiques orientation, il n'est pas né avec Internet. Ça fait quasiment 20 ans qu'il a été mis en place dans l'académie. Et tout naturellement avec l'arrivée au début du multimédia, avec le CD-ROM en 92, puis l'Internet, et puis maintenant, toujours l'Internet, mais vraiment plus en masse, eh bien, ce groupe ressources s'est adapté et a pu travailler avec les collègues de terrain et apporter aussi des réponses, d'où le groupe de travail, d'où un équipement dans les centres d'information et d'orientation qui nous semble un prérequis pour que les collègues de terrain s'approprient ces techniques. En tant que COP, personnellement, comment peut-on travailler au quotidien
avec toutes les ressources qui sont sur Internet, quand on est dans un CIO qui est en réseau, où quasiment il y a un ordinateur par bureau de COP, chez nous, ça devient une tendance, ce n'est pas la majorité, mais tous les CIO sont en réseau, ont la DSL, et on commence à équiper les bureaux des conseillers. Et vous prenez un CIO que je connais par ailleurs, celui de Soissons, qui est par l'académie, où il y a, je crois, 2 ordinateurs dans le CIO, et même pas en ADSL, on ne peut pas faire le même travail. Fut un temps, les ordinateurs arrivaient, je parle surtout dans les années 90, avec des interfaces un peu... Windows 3.11, c'était quand même pas terrible. Après, il y a eu le modem qui crachouillait, c'était pas terrible non plus, parce qu'on passait beaucoup de temps dans la maintenance, mais maintenant, ça roule avec les ordinateurs récents et la DSL. Quand je dis que ça roule, je veux dire par là qu'avant, on pouvait avoir des ordinateurs, un équipement informatique pour les conseillers. Là, je parle du côté conseiller, mais on est là pour parler du COP, hein, par rapport aux technologies de l'information et de la communication. Les ordinateurs, souvent, oh, je ne l'allume pas, je ne vois pas l'intérêt, etc. On a eu ce genre, bien avant 99, c'était dans les années 90. Nous, depuis quelques années, en nous déplaçant énormément dans les CIO, en rencontrant les collègues, en installant tout simplement les machines et en les formant sur le tas, maintenant, il y a une demande vraiment uniforme, vraiment, je peux dire, tous les CIO, il y a une coupure d'Internet, ça hurle. Il n'y a plus Internet. On veut un ordinateur sur notre bureau, une clé USB, un portable, etc. Ça a changé, ça je tenais à vous le dire. L'appropriation des technologies de l'information et de la communication dans le corps professionnel des COP, je l'ai, est très forte. Et nous sommes en contact avec les mêmes personnes que nous, mais qui sont à une autre échelle avec le monde enseignant, les enseignants des collèges et des lycées. Nos collègues TIS du CRDP de Versailles nous disent que les enseignants ne sont pas à ce stade-là. Pourquoi? L'enseignant, il a plus de temps devant sa classe, ou chez lui, tandis que le conseiller d'orientation travaille en équipe, les équipes sont plus petites. L'outil informatique avec toutes les ressources d'information, voire les LAO, les logiciels d'aide à l'orientation, qui sont des outils de, comment dire, d'investigation des intérêts des jeunes. Bref, les mots, c'est pas les bons, mais vous voyez de quoi je veux parler. Tout de suite, il y a eu une utilisation pertinente de l'outil informatique par les COP. Alors, à notre niveau, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une utilisation et puis des pratiques qui changent, qui évoluent par rapport à ces outils. Donc, nous avons aussi des actions de formation continue, label TIC Orientation, Technologie de l'information et de la communication. Donc, tout ça, un accompagnement humain par l'équipe du SIO, du GRIO, le matériel dans les structures, des actions de formation continue et puis aussi des outils TIC développés en ligne parce que nous avons la chance, l'opportunité d'avoir la main sur le serveur académique, en tout cas sur le portail orientation. Quand je dis que nous avons la main, bien sûr, tous les accords ont été faits au plus haut niveau entre le recteur, le webmaster du site, le conseiller TIS du recteur et le chef des services académiques de l'académie, le XAIO. Tous ces accords sont posés depuis longtemps et font que quand on veut développer une ressource en ligne, exemple un forum, on a développé un forum orientation, j'en parlerai tout à l'heure, eh bien ça se fait dans la foulée. Un CIO veut son site internet, c'est fait dans la foulée, c'est fait très rapidement. En parlant des sites internet des CIO, pourquoi je vous parle du site académique, c'est que je rejoins ce matin notre collègue du CNAM, nos collègues des métiers.net, qui ont dit à des moments de leur discours que un site bien construit, bien calé, où le grand public va s'y retrouver, enfin, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais moi je le reprends, mais je paraphrase avec d'autres mots, eh bien, développer des contenus Internet, c'est déjà donner des réponses à l'usager, des réponses s'il se pose des questions sur les services, sur l'orientation. On a développé, c'est pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle le web de l'orientation, qui est déjà, si vous voulez, c'est un annuaire de sites pertinent pour l'orientation scolaire et professionnelle, fait par et pour des conseillers d'orientation psychologues d'une part, mais fait pour également le grand public. Donc si l'internaute il a une lisibilité, une visibilité des services,
on peut penser que c'est déjà aussi une aide concrète, un outil Internet d'aide à l'orientation, enfin d'aide à la navigation sur les sites d'information et d'orientation. Bien, deuxième point du traitement de la demande, je vais y revenir de toute façon là-dessus, du traitement de la demande des usagers internautes, où en est-on? Alors écoutez, il y a des textes très précis par rapport aux adresses électroniques. Alors ça dépasse le cadre de notre monde de l'information, enfin de l'orientation. C'est plutôt le rapport entre l'administration, l'usager et l'administration électronique. Alors moi je tiens à ce terme usager, et je vais parler d'usager internaute aujourd'hui. Je ne parle pas de client, je pourrais parler de consultant, mais moi je veux parler d'usager. Un usager avec une administration qui devient électronique. Vous savez qu'il y a des instances interministérielles pour familiariser, développer, faciliter l'administration électronique pour nos usagers du service public. Et la France, on n'est pas si en retard que ça. Même pas du tout, parce qu'on a eu le Minitel et que quelque part, l'histoire d'un serveur, d'un code d'accès, de quelque chose qu'on obtient virtuellement existe depuis les années 80 et bien avant Internet. Donc les adresses électroniques des CIO. Alors là, un outil qu'on a créé pour les centres, il y a des adresses imbuvables pour le commun des mortels, c'est l'adresse du style rne, arrobas, et le nom de l'académie, exemple, un CIO 095 0654 L. Bon, imbuvable pour le grand public. Donc on a créé très rapidement en 2000 des adresses CIO- le nom de la ville, arrobas ac-versailles.fr. Chaque CIO en a une. Nous l'avons configurée dans l'ordinateur où on est sûr qu'elle est relevée, c'est celui du courrier administratif électronique et elle est relevée tous les jours. Et c'est cette adresse que nous avons choisi, quand je dis nous, c'est au niveau académique, de diffuser dans les grands médias, sur le site de l'ONICEF, le site du ministère ou notre propre annuaire académique. Et en plus, cette adresse, elle peut, et on verra là, j'anticipe un petit peu sur boîte à outils et méthodes, on peut la consulter de n'importe quel ordinateur, si on veut, via un webmail du CIO, ce qui permet à un COP ou à un directeur de répondre à une demande qui est faite par ce canal-là sans chasser la secrétaire de son ordinateur pour le faire. C'est peut-être basique, mais comme réflexion, mais il faut faciliter les choses le plus possible. Donc les adresses électroniques des CIO. Alors, par-delà les CIO, l'administration française en général, il y a une réglementation précise. En tout cas, dans l'éducation nationale, il y a un texte du 5 juillet 2001. C'est un BO, vous l'aurez dans les actes du colloque, dans le texte qui sera sur le DVD-ROM. Un BO intitulé « Relations avec les usagers, mise en œuvre des recommandations du médiateur de l'éducation nationale ». Alors bien sûr, depuis 2001, il y a eu des changements ministériels, mais le texte est toujours valable. On y dit clairement que chaque courrier qui est adressé à une structure, il doit recevoir une réponse rapide, n'excédant pas quelques jours. Là, et vous veillerez à ce que toute demande, y compris celle parvenant par messagerie électronique, c'est la première fois que c'était écrit, comme ça, fasse l'objet d'un accusé de réception, etc., etc. Bon, on ne fait pas des accusés de réception, mais il est clairement dit, le médiateur de l'éducation nationale, qu'il faut répondre aux mails quand le CIO en reçoit un. Vous pouvez me dire, mais bien sûr, on ne va pas faire le contraire. Mais si, en 98, c'était nouveau tout ça. Beaucoup de collègues disaient, nous, attendez, on ne va pas répondre par mail. Il y avait aussi des cas où c'était nouveau aussi pour l'usager internaute. Le jeune qui écrivait aux 400 CIO de la France entière, 500, je ne sais plus, et qui attendait une réponse individuelle. Bon bref, c'est fini ça, on ne le voit plus. Et il y a une circulaire du Premier ministre du 7 octobre 99, vous voyez, c'est quand même ancien, pas par rapport à une vie d'homme, mais par rapport à une vie d'ordinateur, et en tout cas par rapport à une vie de technologie. 99, il n'y avait pas la DSL, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas tout ça. Et c'est pas si vieux que ça. Eh bien, la circulaire du Premier ministre stipule qu'il faut favoriser, que l'éthique, les technologies de l'information et de la communication doivent permettre de favoriser les contacts entre l'administration et les usagers. L'ouverture de boîtes aux lettres et de forums est donc souhaitable. Ce sont des indications, ce n'est pas une injonction. Les boîtes aux lettres doivent permettre aux administrés de s'adresser au service public pour en obtenir une réponse personnelle dans le délai maximal d'une semaine. Voilà. Si on veut chercher des textes, ils sont là. On s'adresse au CIO via la messagerie électronique, il faut répondre.
Je vous dirais un peu plus loin que répondre aux mails, pour moi, c'est pas forcément traiter la demande. Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne va pas parler de conseil en ligne, on va parler de traiter la demande. Est-ce que on répond au téléphone le mercredi après-midi quand le CEO est à côté d'un lycée et que tous les lycéens débarquent? Est-ce qu'on fait la même qualité de réponse par téléphone qu'on le ferait à un autre jour de la semaine, quand on est COP à l'accueil et qu'il y a moins de monde dans le CIO? On ne fait pas du tout la même qualité de réponse. Mais attention, on ne dit pas à l'usager qui appelle au revoir, à plus tard ou à jamais. On lui dit il y a du monde, revenez ou bien prenez un rendez-vous. Par mail, c'est pareil pour moi dans un premier temps. On peut très bien répondre par mail sans s'engager dans une démarche de traitement de la demande. Faut-il encore la cerner? Je vous dirai aussi plus loin, mais pourquoi se passer aussi? On est toujours dans l'ambivalence, c'est pas tellement contradictoire comme discours, mais le débat, on est là pour débattre. On pourrait très bien dire, moi je fais une réponse type, je réponds, nous on ne répond pas CIO de je ne sais où par Internet, venez nous voir. C'est une réponse. Au regard de la loi, du médiateur de l'éducation nationale et du Premier ministre, on a répondu à l'usager. On n'a pas traité sa demande. Et moi, en tant que conseiller d'orientation psychologue, qu'est-ce que je trouve intellectuellement excitant, j'ai employé ce terme, allez, de voir que toutes ces ressources d'information sur l'orientation, elles sont disponibles sur le net. Et ce qui me ferait peur, si j'étais encore sur le terrain, c'est que le jeune ou le public peut très bien aller sur ces ressources d'information sur l'orientation sans nous. Sans nous. Et les sites tels qu'ils sont faits, moi je dirais, on m'a appris à l'INETOP et j'ai fait cette assertion mienne, l'orientation n'est pas réductible à l'information, certes. Mais si l'orientation est un acte pédagogique, si le rôle du COP est d'aider le jeune à s'approprier l'information sur l'orientation, alors donner de l'info, c'est déjà du conseil et on peut le faire en ligne. S'il y a des questions, vous pouvez tout à fait dire que je contredis des éléments plus hauts. Mais en fait, on balance. Il y a de la formation en ligne. Moi, je suis intimement persuadé que c'est dommage que ça se fasse sans nous. Et le sans nous, comme le disait M. Fouché ce matin, c'est pléthore de sites privés, mercantiles, et ça devient un gagne-pain. Alors, il faut voir un bon signe là-dedans, à mon avis. C'est que si il y a un marché privé pour l'orientation, entre guillemets, en ligne, c'est qu'il y a un besoin. Et que ce besoin, je suis intimement convaincu qu'en tant que COP, que les services d'information et d'orientation peuvent faire la différence. Parce que les sites marchands qui vont finir par proposer, ils vont rien inventer de plus que nous, ils vont découvrir eux aussi que l'orientation, elle n'est pas réductible à un acte purement informatif et que ça va se terminer par une proposition de bilan de compétences à je ne sais combien d'euros, le jour, la semaine, peu importe. On voit ça sur des sites privés. Mais vous, les CIO, nous, parce que je m'y intègre tout à fait avec vous, on est les seuls à pouvoir accueillir l'usager à n'importe quel endroit du territoire. C'est-à-dire qu'on est les seuls à avoir cette porte de sortie, c'est-à-dire on peut accompagner l'internaute sur les ressources d'information et d'orientation sur Internet, on peut l'aider à s'approprier les infos, lui donner des pistes, ça a été dit par mes prédécesseurs à ce micro. Mais si la situation exige, demande un entretien plus approfondi, eh bien la réponse au mail, c'est aussi lui dire, lui renvoyer ça. C'est-à-dire, votre situation demande un examen plus approfondi, nous ne pouvons pas, il nous manque des éléments, et la porte SCIO, elle est ouverte n'importe où en France. Et cela pourra le faire. Donc c'est complémentaire, tout ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait fait une petite erreur. On s'était dit, si on traite les mails, il va y avoir ça va être exponentiel. Alors, est-ce que c'est exponentiel? Les chiffres que j'ai avec les CIO que j'ai interrogés en mars 2006, non, c'était 2005, peu importe. Ça oscillait quelquefois entre certains CIO au cours d'une année traitaient 40 à 80 demandes par mail, d'autres plus de 100. Mais ceux-là, peut-être qu'ils faisaient connaître leur site aussi à leur public.
à leur zone d'activité et que ça engageait aussi l'internaute à poser à interagir, à poser des questions au CIO. Oui, je voulais vous dire un mot sur le traitement des demandes. En tout cas, il y a un acquis par rapport à la demande formulée par l'usager internaute. C'est que tous les CIO, avec leurs moyens, c'est différent d'un CIO à l'autre, tous les CIO de l'académie, répondent aux mails. Je pense que c'est un peu partout pareil. Les mails, on y répond. Alors, on y répond de manière plus ou moins détaillée. On y répond de manière plus ou moins organisée, c'est le COP d'accueil, ou souvent, quelquefois, c'est le directeur, la directrice qui s'y colle parce qu'il faut le faire. C'est acquis, ça. C'est acquis. Alors, si je vous parle de cette chose qui est acquise, c'est que on avait pensé à un moment, c'était en 2002, mais pourquoi on ne passerait pas un traitement collectif de la réponse aux mails? Alors moi, je parle de questions-réponses. On a ouvert un forum expérimental. Il est expérimental depuis 2003. Je vous ai parlé d'artisanat, moi j'ai été sincère, je vous ai dit qu'on a voulu voir si ça pouvait marcher. Le forum orientation qui est disponible depuis notre page d'accueil. Eh bien, ce qu'on en retire, c'est que si le public il vient massivement sur les mails des CIO, il faut aller le chercher pour les forums, il faut provoquer, c'est un service. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait ce forum orientation dédié en janvier, d'ailleurs ça se fait comme ça depuis 2001, on le dédie pour les CPGE. On diffuse partout, avec les circulaires, avec des guides et des documents remis aux élèves. Il y a un forum CPGE du temps au temps au mois de janvier. Et bien là, il y a beaucoup de demandes et des jeunes. Et une fois que le forum est terminé, une fois que c'est terminé, ben on revient à quelques interventions, de quelques questions. Les jeunes posent des questions. Alors le forum, il est bien intitulé, c'est un lieu d'échange et d'information sur l'orientation, mais ça se traduit majoritairement par un système de questions-réponses. D'où pour moi l'interprétation qu'il y a un besoin d'interagir à distance avec les CI. Voilà. Donc, il me reste pour conclure. Alors, pour conclure, je vais vous faire des phrases toutes faites. Alors, celle avec le magnétoscope qui n'a pas remplacé l'enseignant, je vous l'ai déjà dit. Le média Internet ne remplace pas le médiateur, le COP. Il modifie son rôle. Moi, c'est comme ça que, dans le groupe de travail, on voit les choses. Je vous ai parlé de l'orientation qui est un acte pédagogique. C'est pas que je voudrais rien oublier, mais en conclusion, il faut se positionner sur ce créneau. Sur un forum que les collègues connaissent bien, Copsi-Ouvaton, j'ai mis un petit mot une fois, et j'ai dit qu'on n'y perdrait pas son âme de COP à traiter la demande de l'usager internaute en ligne. Pour moi, oui, c'est du conseil en ligne, quand on est des professionnels de l'orientation, des psychologues de l'orientation. Pour moi, 92-94, ça sera ma conclusion. Michel Hutto, à l'INETO, je me souviens très bien du cours d'introduction, disait que l'orientation était un acte pédagogique, en tout cas la formation. Alors bien sûr, comme disait Hélène tout à l'heure, c'est une partie du rôle du conseiller orientation, mais l'information est un acte pédagogique. Il y a une relation entre ce que d'autres chercheurs dans d'autres milieux ils parlent de former, et le formateur et le formé. Eh bien, il y a une interaction, il y a une appropriation de l'info, une lecture de l'info que l'expert COP va transmettre aux jeunes qui va se l'approprier. Oui, ça peut se faire à distance, mais il y a des limites, et après ça peut très bien se transformer en entretien. Mais moi, je suis intimement convaincu qu'on peut le faire parce que, ce sera le mot de la fin, il y a 20 ans, pour trouver de la documentation sur l'orientation, il fallait aller au CDI ou au CIO, point barre. Il y avait quelques documents vendus dans la presse. Mais maintenant, la documentation, elle est en ligne. L'ONICEP, les fiches métiers, l'Atlas de la formation, les fédérations professionnelles qui décrivent leur métier, etc. Et je pense qu'on ne peut pas laisser les jeunes tout seuls. On ne peut pas croire une seconde que c'est en développant les accès à Internet
et l'accès à l'information, que les jeunes vont se débrouiller tout seuls. C'est faux. Pour moi, c'est un acte pédagogique. Et si on me repose la question, je redirai encore que oui, c'est une forme de conseil en ligne. Merci à vous. Merci. Alors, on a le temps de quelques questions. Oui, alors la réponse en ligne des CIO, je crois que, enfin, en tout cas pour certains d'entre eux, devient qu'il y a une expérience assez conséquente. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de capitaliser cette expérience et d'organiser un transfert méthodologique, en fin de compte, de faire en sorte que les CIO soient moins déroutés par rapport à cette réponse, notamment sur l'organisation de l'archivage? Je pense que c'est un point important et qui n'est pas suffisamment pensé parfois. Et donc, sans parler d'outils méthodologiques hyper construits, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà faites dans ce domaine? Est-ce qu'au niveau des plans de formation des académies, ce sont des sujets qui sont proposés? Je dirais que dans les plans de formation, en tout cas quand on aborde cette question dans les stages, c'est non moins, effectivement, il y a toujours la question de la recherche d'une organisation. Bien sûr, ce n'est pas à moi d'y répondre, mais je peux lancer quelques pistes. Je vous fais part dans mon exposé de l'organisation du niveau académique. Mais il y a d'autres niveaux. Déjà, il y a d'autres académies, mais il y a le niveau national. Il y a le niveau régional avec l'expérience des métiers.net. Les métiers.net, l'avantage, et le grand avantage, c'est que ce sont des conseillers d'orientation psychologues qui sont derrière. Mais les métiers.net, ça répond à une partie de tout du panel de demandes qu'un collègue de terrain dans un CIO peut avoir via Internet ou en direct, peu importe. Il y a aussi l'affectation, les procédures d'orientation, il y a aussi le besoin d'aide, l'appel au secours, etc. Bon, ça, c'est un autre niveau, hein. Alors, la formalisation, pour l'instant, enfin, en tout cas, nous, à notre niveau, on est parti d'une démarche empirique. On essaye de voir, et je vais pas dire autre chose que nos collègues qui exercent sur le site des métiers.net, c'est que on sait, alors, juste une petite piste de formalisation, c'était ce que je cherchais tout à l'heure et que je ne vous avais pas dite. C'est que, bon, déjà, il faut une formation des collègues. Dans le PAF, on passe, enfin, quand on a des collègues pendant des sessions du plan d'action, du plan de formation académique, pardon, on passe déjà du temps, on leur apprend à sélectionner des sites, à les insérer dans des mails, etc. Ça a l'air de rien, mais c'est pas acquis pour tout le monde. Il faut développer des boîtes à outils. À mon avis, bon, on ne parle plus d'autodoc, maintenant on parle de kiosque. Mais moi, je parlerai de l'autodoc parce que le kiosque, je ne connais pas. Quand j'ai quitté les CIO, c'était l'autodoc. Il y avait des clés d'entrée, il y en aura aussi pour le kiosque. Des clés d'entrée dans l'autodoc, pour moi, il faut développer aussi des clés d'entrée pour explorer les ressources d'information qui sont en ligne. Ces clés d'entrée, elles peuvent être sur Internet. Ça peut être des bibliothèques de liens, des répertoires de liens faits par des professionnels de l'orientation. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, chers collègues, mais moi, c'est empirique. Et je vous dirais que de manière empirique, la seule méthodologie qu'on a retenue, c'est que dans la réponse à l'usager internaute, il y a 4 grands pôles qui apparaissent plus ou moins, ça dépend de la demande. On utilise des sites Internet en ligne à partir des liens d'un répertoire de sites qui ont trait à l'OSP, l'orientation scolaire et professionnelle. Et puis, nous, en tout cas, on le met à jour continuellement sur notre portail orientation, et c'est une véritable boîte à outils du COP, hein, pour y puiser des ressources d'information en ligne. Deuxième point dans la réponse à l'usager internaute, qui apparaît aussi, c'est inviter à rencontrer un professionnel, un COP, dans une structure de proximité qu'est le CIO, pour un conseil individualisé. On est les seuls à pouvoir le faire. Proposition de téléchargement d'outils, de ressources, etc. Ou bien renvoi vers des contacts externes, des formulaires d'autres sites institutionnels, etc. Mais ça, d'autres collègues en ont parlé ce matin. Mais nous, c'est une démarche qui est artisanale. Je reviens sur le mot de départ.
On n'a pas de formalisation, et puis ça demanderait, à mon avis, c'est plutôt du domaine de la recherche. Par association, là, je voulais vous parler de l'annuaire des sites dont vous parlez sur votre académie et demander pourquoi on ne rendait pas ça national. Il y a un annuaire des sites national sur Eduscol qui a bien du mal à être actualisé depuis le départ de Geneviève Fontenot. De Ghislaine Fontenot, merci. Que je salue, qui verra peut-être la vidéo. Hmm. Je réponds tout de suite ou il y a encore une question? Non? Écoute, c'est très simple, c'est que Ghislaine Fontenot, elle était à un moment chez nous, dans l'Académie de Versailles, et au ministère. Et on lui doit la création de ce répertoire de liens vers les domaines de l'orientation scolaire et professionnelle. Et donc c'était une ressource proposée par l'Académie de Versailles qui peut être reprise par d'autres académies. Et quand elle est partie à temps plein au ministère, ça a duré 2 ans je crois, elle souhaitait reprendre au niveau national sur Eduscol cette bibliothèque de liens. Mais la réponse à la question, tu l'as faite, mais il n'y a plus personne pour s'en occuper et ça vit pas trop bien. Voilà, ou je sais pas, enfin. Et nous, on voulait quelque chose de plus aussi grand public. Plus grand public avec des icônes, des images, parce qu'Internet, c'est aussi ça. Il faut capter aussi, on ne peut pas avoir que du texte. Et voilà. Mais bon, nous, demain, on ne va pas non plus refaire le monde. Si demain, au niveau national, il y a une bibliothèque de liens et faite par les institutions adéquates, le ministère ou l'ONICEP, je ne sais pas, eh bien, on renverra vers cette bibliothèque de liens. Mais comme elle n'existait pas, nous l'avons créée nous-mêmes. Elle a été effectivement reprise sur Eduscol. Et si ça fait un jour double emploi, nous, on s'effacera, il n'y a pas de problème. J'entends pas, désolé. On pourrait peut-être imaginer que l'ensemble des académies collaborent à ce même site national. C'est-à-dire effectivement mutualiser nos moyens qui sont faibles dans les académies et qui peuvent devenir plus efficaces en les mettant ensemble. Alors je suis simple COP, tout ce qui est question stratégie au niveau national, je ne peux pas trop en parler. Mais effectivement, on s'est rendu compte, et là le réseau des CCMatico dépasse la problématique de la réponse et du conseil en ligne, mais les académies peuvent se spécialiser, que ce soit pour des outils d'analyse comme Bilac-CIO, ou d'autres qui développent des portails Internet, ou d'autres qui... oui, ça peut être effectivement une fédération, et c'est le rôle aussi du réseau des CCMatico et de la mission nationale d'orientation d'animer et de faire connaître ce qui se fait dans les académies, parce que c'est pas la peine de refaire le monde dans son coin si des choses ont déjà été faites ailleurs, c'est clair. Bien, on va devoir s'arrêter. Merci. Merci à vos questions. Tu me proposes une autre question? Une dernière. Thierry, Bois, on a le temps? Oui? Ok. Je voudrais aborder moi la question de la trace écrite des réponses qu'on fait par mail, par forum, puisque plusieurs ont vraisemblablement de l'expérience dans ce domaine. Est-ce qu'il est déjà arrivé que des familles viennent avec un mail imprimé en disant ça c'est une réponse qu'on m'a faite et ailleurs on m'en a donné une autre, parce qu'on sait qu'on est dans un domaine où on donne une évaluation de la situation, donc on a droit à l'erreur. Moi, je traite des courriers papier dans les CIO ou dans les SAIO, et puis longtemps, on m'a toujours dit fais attention à ce que tu écris. On fait effectivement plus attention à ce qu'on va écrire que ce qu'on va dire, ne serait-ce que par téléphone ou dans le cadre d'un entretien classique. Est-ce que ça s'est déjà produit? Et quelle réponse on peut faire par rapport à ça? Alors, à ma connaissance, non, mais par contre, c'était une crainte des collègues au départ que un mail, parce que bon, avant Internet, on aurait pu imaginer qu'un jeune poste 500 lettres, mais ça lui coûtait plus cher, et donc pose la même question au CIO.
Alors c'était une crainte des collègues et c'est arrivé, il y a eu des cas. Il y a eu un cas au niveau, pas chez nous, enfin, on l'aurait assumé, ça avait été arrivé chez nous, c'est pas on ne peut pas incriminer personne. Il y a eu un mail qui a été envoyé par un jeune au CEO d'un département. Il a eu des réponses diverses, dont une qui lui disait mais nous on ne répond absolument pas, enfin quelque chose d'assez un petit peu dur, comme quoi c'était pas la peine d'espérer avoir une réponse, alors qu'un autre CIO avait fait une réponse. Le CIO avait reçu la réponse du jeune, celui qui avait été et puis après avait envoyé à tous les CIO de France, y compris aux jeunes, mais vous avez vu. Enfin, il y avait eu une montée en mayonnaise d'un mail renvoyé, etc. Et puis on avait bien vu, et je crois que tous les CIO de France l'avaient reçu, ce mail-là. Bon, c'était un cas particulier. Moi, à ma connaissance, j'ai pas eu ce cas-là attendez, là, on m'a répondu ceci. Mais il est vrai que dans le groupe de travail, on s'est posé la question sur la manière dont on répond à un mail et un fonctionnaire doit être identifiable, un répondant doit être identifiable. Alors nous, on s'est protégé. Alors pour les mails, bon là, on n'a pas traité ça, mais pour l'expérimentation de notre forum, on s'est protégé, on a mis un garde-fou en disant que c'était un lieu d'échange et d'information et que la réponse n'engageait pas l'institution, mais que les intervenants répondaient en fonction de leurs connaissances, de leur expérience. Enfin bref, on avait trouvé une parade pour pas effectivement qu'on vienne, parce que c'était un lieu d'échange. Hein. Mais ça ne s'est pas produit à ma connaissance. Ça s'est un peu assoupli aussi, ces règles de... C'est pas du tout le développement de l'administration électronique aussi. On s'est rendu compte que ça assouplissait un petit peu pour que ça prenne. D'ailleurs, la réglementation à mon avis, est moins rigide qu'avec le courrier papier que ce qu'on pouvait entendre avant. Moi, je peux pas répondre autre chose. Pas eu le cas. Bien. Donc, on en est à la phase de synthèse de la journée. Merci. Merci.